Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous arrivons au 128e SITREP, nous sommes le 16 février 2019 et la situation s'aggrave, comme si ça n'avait pas été déjà le cas la semaine dernière avec la mort de nombreux soldats. Ça recommence, ça s'aggrave et dans des proportions qui fait peur quand même, qui font peur. Ouais, surtout là, durant les derniers jours, qui font suite à une nouvelle réunion à Minsk, qui a de nouveau été largement sabotée par la partie ukrainienne. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais en gros, le sous-groupe pour les questions humanitaires, où il devait être question de discuter de l'échange de prisonniers, le représentant ukrainien s'est carrément pas pointé. Ah bah. Voilà. La question économique, donc pour le paiement des retraites, je vais revenir dessus. Ils ont refusé la proposition de la Croix-Rouge sans fournir d'explications qui satisfassent qui que ce soit, même le coordinateur de l'OSCE, donc pas vraiment anti-Kiev, on peut dire ça comme ça. Donc même lui, il n'a pas été très convaincu, tu vois, par les explications foireuses. Puis bon, je pense surtout que c'est lié au contexte du lancement de la campagne électorale, donc pour les élections présidentielles ukrainiennes. Je vais revenir un petit peu là-dessus. En tout cas, du 9 au 15 février 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 175 reprises, donc on est à presque 50% de plus que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 565 obus de mortier de 120 et 82 mm. Alors là, on a explosé tous les scores, puisqu'on a fait 3 fois et demi plus que la semaine précédente. Pour donner une petite idée, rien que le 14 février au matin, on a eu 100 obus de mortier qui ont été tirés en 1 heure. Sur plusieurs zones du front, donc périphérie de Donetsk, le sud de la RPD où je me rendais ce jour-là, et Gorlovka. Donc on mettra de petits graphiques que là j'ai fait depuis le début du mois de février pour que les gens voient vraiment que bon, on avait une évolution assez lente et puis on a vraiment un sursaut très important durant vraiment les 2 derniers jours de cette semaine-ci, quoi, où on voit vraiment le nombre de violations qui grimpe violemment durant les 2 derniers jours, et le nombre d'obus de mortier qui lui a carrément grimpé en flèche, quoi. Il faut noter que jusqu'à présent, je crois que ça date depuis très très longtemps, voire peut-être même le début 2014, qu'on n'a même pas approché les 30 violations du cessez-le-feu par jour. Non, on atteignait des scores comme ça en 2016, même encore 2017, mais c'est vrai que 2018, on était resté habituellement sur des moyennes assez... plus basses. Ouais, entre 15 et 20, 22, 25. 15, 20, 22, 25. On avait de temps en temps un petit pic, mais ça redescendait généralement assez vite. Mais là, ouais, on renoue avec des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis un bon moment quand même. Ça, c'est un petit peu inquiétant. En plus, si on rajoute toutes les autres munitions de calibre inférieur, donc véhicules de combat d'infanterie, de véhicules de transport de troupes blindées, lance-roquettes, système de défense antiaérien, lance-grenades et armes légères, on arrive quand même à un total de 1908 munitions, donc 30% de plus que la semaine dernière. Le nombre de localités touchées aussi a augmenté, on est passé à 23 localités de la République touchées. Il faut y rajouter les 19 violations et 259 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Alors, fait marquant, parmi ces munitions, on a quand même 7 obus d'artillerie de 122 mm. Oui. Ça faisait un petit moment aussi qu'on les avait plus vus. Et 19 obus de mortier de 120 mm et 23 de 82 mm. Donc, c'est pas très très bon quand même. Non. C'est une aggravation, c'est simple, net et précis. Ouais. Donc ça c'est quand même pas top. Le bilan est à l'avenant, puisque cette semaine, suite au bombardement de l'armée ukrainienne, 4 soldats de la RPD ont été blessés, 7 ont été tués, donc on a les 4 dont j'avais parlé la dernière fois, puisqu'ils avaient été comptés après le bilan de la semaine de Daria Morozova. Ouais. Donc on en a eu 3 de plus que les 4 qui ont été tués à Leninskoye. La station de pompage de Vassilievka a été prise pour cible à 2 reprises. On change, on change pas une technique de merde. Ils ont aussi quand même, donc la Vassilievka a été pas mal visée. Yassinovataya, il y a eu des habitations touchées à Yassinovataya là durant les dernières 24 heures. Dolomite-Noye, donc qui est au nord de Gorlovka. La mine Gagarin, qui est donc la périphérie ouest de Gorlovka. Commune Tarnovo.
comme Internovo, où il y a eu une maison qui a, un magasin en fait, le deuxième, le grand magasin dont on avait parlé qui avait cramé, et en fait il y avait il y avait une petite épicerie qui avait pris le relais entre guillemets après que le gros magasin est cramé, et l'armée ukrainienne a tiré dessus, ils l'ont fait brûler avec. C'est très très utile, hein. On comprend. Donc voilà, les habitants du village de Komitarnovo n'ont plus un seul magasin où aller acheter des produits alimentaires. C'est magnifique quand même. Hein. C'est extraordinaire cette opération antiterroriste. Hein. Enfin maintenant ça ne l'est plus hein, parce qu'ils ont changé de nom, mais enfin. Voilà. Leur opération de libération du Donbass, je te dis, les libérateurs comme ça, t'as pas besoin d'occupants. Hein. Ah bah c'est clair, oui. Ça, voilà. Donc Dolomite Noyer, ils ont tellement bien tiré que, en plus d'endommager des maisons, ils ont aussi coupé par 2 fois des lignes électriques. Donc 2 fois dans la semaine, Dolomite Noyer s'est retrouvé sans électricité. Et donc on a eu un total de 9 maisons endommagées pendant la semaine. Un drone ukrainien a été abattu cette semaine alors qu'il aidait les forces armées ukrainiennes à corriger leurs tirs sur la banlieue nord-ouest de Donetsk. Je rappelle que ceci est une violation des accords de Minsk, puisque seuls les drones de l'OSCE ont normalement le droit de voler au-dessus de la ligne de front. Bon, vu que leur utilisation se multiplie, les soldats de l'RPD ont reçu une formation spéciale pour optimiser l'élimination de ces charmants petits engins volants. Voilà. Et donc on parlait de Dolomite Noyer, hein, qui a été pas mal visé cette semaine. Et alors qu'ils bombardaient justement le village à coups de mortier, 3 soldats de la 30e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes sont morts du fait d'une mauvaise utilisation du mortier. Ils n'ont pas respecté les règles de sécurité. C'était le Molot, non? Je sais pas. Ce qui est quand même à noter, c'est que la position de tir était encore une fois, un peu comme c'est bizarre, située à proximité d'habitations. Donc là, c'était dans le village de Novoluganskoye. Résultat, non seulement la déflagration a tué ces 3 connards. Oui, je suis désolé, j'ai pas de respect pour des mecs qui sont en train de tirer sur une zone civile, parce que Dolomite Noyer, c'est un village où habitent des gens. Hein, voilà. Mais bon, résultat, ça a aussi endommagé les habitations qui étaient à proximité. C'est la position de tir. Résultat, le commandement ukrainien essaye de maquiller ça en bombardement de la République populaire de Donetsk avec l'aide de médias à la solde de Kiev pour essayer de faire passer la pilule. Donc ils ont même rameuté des civils des environs pour jouer les victimes de bombardement. D'accord. Voilà. Ignoble. Absolument ignoble. C'est magnifique. Non, je veux dire... Voilà. Je pense pas que ça va s'arranger, hein, puisque l'OSCE a noté en termes d'armes lourdes présentes près de la ligne de front côté ukrainien en violation des accords de Minsk, je le rappelle. Ouais. Alors, vu le calibre des trucs et vu ce avec quoi ils nous tirent sur la gueule, l'OSCE est très loin d'avoir tout vu. Hein. Donc, par exemple, les pièces d'artillerie de 122 mm, on les voit pas dans la liste à l'après-vert. Hein, donc, il manque des trucs, quoi. Hein, tu vois que la liste de l'OSCE n'est pas exhaustive. Ouais. C'est une liste à minima, on va dire ça comme ça. En tout cas, eux ont noté donc la présence de 4 obusiers automoteurs MSTAB de 152 mm, 5 chars d'assaut, 8 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 3 systèmes de défense anti-aérien Strela 10 et 3 mortiers de 120 mm. Vu la quantité de mortiers qui nous tirent sur la gueule, il y en a plus que 3 qui sont près de la ligne de front. Hein. Oui, sans doute. Donc on avait parlé de ce retour des bataillons néo-nazis dans le Donbass. Ça y est, ils sont envoyés sur le front. Il semble que Poroshenko veut les éloigner de Kiev le temps des élections pour éviter un 3e Maïdan. Vu que de toute façon, tout le monde, hein, y compris parmi les dizaines de candidats, parce que tu as été une quantité de candidats qui ont été acceptés par la Commission centrale électorale ukrainienne, je crois qu'ils sont 28. Oula. Oui, c'est du délire. En tout cas, il y en a un bon paquet qui ont dit clairement que de toute façon, il y allait avoir des fraudes massives, que les résultats seraient complètement bidonnés, etc. Donc ça commence bien, hein, tu vois. La campagne électorale vient à peine de commencer. Tu vois déjà l'ambiance. Donc je pense que Poroshenko a un petit peu peur que Azov, Pravi Sector et tout ça, la secteur droit, qui risque de foutre un petit peu le brin, tu vois, quand ce sera évident que Poroshenko a largement triché. Oui. Donc il semble qu'il a décidé de s'en débarrasser en les envoyant sur le front, puis en même temps ça permet de les envoyer se faire massacrer. Oui. Voilà.
En même temps, il en a besoin si jamais il doit, en dernier recours, lancer cette offensive pour essayer de s'en tirer. Pour essayer de s'en sortir. Donc, on mettra une petite carte pour que les gens se rendent compte. Donc, le régiment Azov a été déployé près de Novoluganskoye. Travnieva, Talakovka et Shirokino. Secteur droit occupe lui les positions près de Zaïtsevo, donc au nord de Gorlovka. Peski, donc qui est en face de l'aéroport de Donetsk, Shirokino aussi, donc là dans le sud, et Marinka, ainsi que les points de passage de Novotrotskoye et Mayorsk, où ils s'adonnent à leur petit jeu favori, harceler les civils. Et résultat, hier matin, ces charmants patriotes, et je mets des gros guillemets, ukrainiens, n'ont rien trouvé de mieux à faire que de tirer avec des armes légères sur le point de passage, alors qu'il y avait des civils dedans. Pourquoi il n'y a rien d'étonnant, malheureusement. La première fois. Ils ont blessé 2 civils qui se rendaient en Ukraine, donc on n'en sait pas plus parce que comme ils ont continué leur route vers l'Ukraine, mais bon, il y a eu 2 blessés, quoi. Donc c'est magnifique, hein, je veux dire, c'est quand même des libérateurs, quoi. Oui, des libérateurs, ouais. Comme je dis, avec des libérateurs comme ça, t'as pas besoin d'occupants. Pourquoi il y a autant de gens qui passent les points de passage? Tout simplement parce qu'il y en a un certain nombre qui vont chercher leur retraite côté ukrainien, une retraite pour laquelle ils ont cotisé quand même pendant toute leur vie. Et donc le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk a fait un petit bilan suite au superbe échec à Minsk concernant le paiement de ces retraites à travers la Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge s'était proposée pour servir d'intermédiaire, pour essayer d'accélérer un peu le processus, tout ça, quoi. Et en fait, Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères, a quand même souligné que sur les 672 200 retraités qui sont enregistrés en RPD, environ 370 000 ne peuvent pas percevoir leur retraite en Ukraine. Résultat, depuis le début du conflit dans le Donbass, les autorités ukrainiennes doivent aux résidents de l'RPD un montant de 71,6 milliards de hryvnia en termes de retraite. Ça fait 2,6 milliards de dollars quand même. Ça commence à faire, oui. Vous comprenez pourquoi ils ne les payent pas? Oui. Parce qu'ils n'ont pas de sous. Donc, quitte à économiser, autant économiser sur les retraités du Donbass. Je veux dire, c'est ça leur politique, faut pas se leurrer. Politique soutenue par l'Occident, la France, les États-Unis, l'Allemagne, Bruxelles, etc. Etc. Sur ces 71,6 milliards de hryvnia, on en a quand même 5,4 milliards qui sont des montants qui sont dus à des personnes qui sont à mobilité réduite, qui ne peuvent pas passer par les points de passage parce que les personnes sont handicapées et ne peuvent pas se déplacer. Et puis elle a quand même rappelé que chaque jour qui passe, le montant de la dette augmente. C'est à peu près la même en RPL, en République populaire de Lugansk. Ils n'ont pas donné les chiffres en termes de montant, mais ils ont dit qu'à peu près la moitié de leurs retraités aussi ne reçoivent pas de retraite de la part de l'Ukraine. Donc je pense que tu peux rajouter... je pense qu'on doit être à peu près à 4 milliards de dollars entre les deux républiques. On doit être à peu près à 4 milliards de dollars de retraite impayées depuis le début du conflit. On arrive quand même bientôt à 5 ans. Oui. Donc je dirais en 5 ans de retraite, vous vous rendez compte des montants qui ont été économisés par l'Ukraine sur le dos des retraités du Donbass. C'est quand même magnifique. C'est du vol. C'est quand même du vol. Faut le noter quand même. Donc, de ce que disait Natalia Nikonorova, sur les 370 000 retraités qui ne peuvent pas recevoir leur pension en Ukraine, environ 40% sont des citoyens à mobilité réduite, des personnes âgées qui sont invalides et qui ne peuvent pas... les conditions de passage sont inhumaines. On a eu encore récemment, je crois que c'était pas cette semaine, mais la semaine dernière, je crois, où on avait eu encore un ou deux civils qui étaient morts sur un de ces points de passage parce que t'as le temps d'attente tellement long que, je veux dire, quand t'as un âge certain, c'est risqué, quoi. Souvent, t'as des personnes âgées qui font des crises cardiaques sur ces points de passage parce que t'attends pendant des heures. Dans des conditions, c'est vraiment... c'est une honte, quoi. Et donc, comme je le disais, lors de la réunion du sous-groupe économique à Minsk cette semaine, la partie ukrainienne a pris une longue discussion à refuser d'utiliser sans raison claire le mécanisme qui était proposé par la Croix-Rouge
pour le versement des retraites aux personnes handicapées. Et comme je le disais, même le coordinateur de l'OSCE, donc c'est Ulrich Brandebourg, n'est pas arrivé à comprendre les raisons de ce refus de mettre en œuvre ce mécanisme à travers la Croix-Rouge. Voilà. Donc, comme l'a dit Natalia Nikonorova, de toute évidence, l'Ukraine bloque délibérément le paiement des retraites pourtant dues. Bon, on comprend très bien, parce que vu la situation économique de l'Ukraine, c'est clair qu'ils sont, quelques milliards grappillés sur le dos du Donbass. C'est toujours ça de prix. Ils sont dans la merde. Ils ont 15 milliards à payer. Je rappelle cette année. 15 milliards de dettes. Il va falloir sortir le chéquier. Il va surtout falloir faire tous les comptes en banque des corrompus qui ont détourné de l'argent. Il doit y avoir pas mal d'argent. Pour ça, il faudra qu'ils aillent aux îles Caïmans et compagnie, parce que les mecs comme le Kolomoïski qui s'était mis combien, 1,5 milliard du FMI, je crois, dans les poches, machin est parti dans un compte offshore. Je veux dire, c'est évident. Voilà. Pas se leurrer. Si on regarde la situation économique de la RPD et de l'RPL, donc c'est l'heure un peu des bilans là dans les deux républiques. Donc j'ai obtenu quelques chiffres supplémentaires. Donc comme il y avait des gens qui m'avaient demandé plus d'infos sur la situation économique, je vous les donne. Ça fait un peu liste à la Prévert, je m'en excuse. Mais voilà. Pour la République populaire de Lugansk, on a eu un bilan au niveau des impôts et des recettes pour l'année 2018. Donc là, les différents ministères sont en train de faire leur bilan de l'année précédente. Donc en République populaire de Lugansk, donc le comité des impôts et des recettes a fait état d'une augmentation de 41% des recettes fiscales en 2018 par rapport à 2017. Une augmentation qui a été enregistrée dans tous les secteurs de l'économie. On a eu plus 52% au niveau de la construction mécanique, 47% au niveau de la métallurgie, 39% pour les communications, 29% pour l'alimentaire, 26% dans les transports, l'industrie des transports, 21% dans l'industrie chimique, 19% dans la construction et 18% au niveau des commerces. Ils ont aussi, donc pour les 9 premiers mois, on avait déjà une augmentation de 38,5% par rapport à l'année précédente. Et donc l'année dernière, les hommes d'affaires en RPL ont déclaré et légalisé plus de 130 millions de roubles de bénéfices qui auparavant étaient cachés, donc qui étaient au black, et ont donc payé environ 3 millions de roubles d'impôts. Donc ça c'est pas mal, quoi. Donc ils ont optimisé un petit peu tout ça, comme en Russie quand Poutine est arrivé au pouvoir, petit ménage fiscal. Voilà. Alors en RPD, je vais faire un petit tour aussi de tout ce qui est industrie, donc au niveau des ventes, au niveau du charbon, de l'énergie, tout ça. Donc, voilà. Au niveau du complexe métallurgique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même pas mal d'usines métallurgiques en RPD, t'as du charbon, on fait de l'acier. Donc pour 2018, les ventes du complexe métallurgique ont atteint 102 milliards de roubles, soit 1,52 milliard de dollars. Donc c'est quand même pas mal. Pour une petite république. Ça a été donc déclaré par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Edouard Armatov, donc lors d'une réunion du Conseil populaire, comme j'ai dit. Les différents ministères donc donnant leur bilan de l'année écoulée devant les députés. Fin 2018, on avait 46 entreprises métallurgiques qui fonctionnaient en RPD, employant 27 000 personnes. Il n'y a pas eu de rapport qui avait été fait en 2017, donc on peut comparer que par rapport à 2016, mais ça fait quand même une croissance plus 100% par rapport à il y a 2 ans. Donc c'est énorme quand même. Donc on est passé de 51 milliards de roubles à 102 en 2 ans, c'est quand même super. Tout ce qui est volume de vente de produits de l'ingénierie, parce qu'on a aussi des entreprises, des usines qui fabriquent entre autres des frigos, des congélateurs, des imprimantes 3D et plein d'autres choses comme ça. Carrément. Ouais, on a une entreprise de frigo ici et congélos qui sont pas mal du tout d'ailleurs. Moi j'en ai un à la maison, il fonctionne super bien. Donc ces entreprises-là pour 2018 ont vendu pour 3,5 milliards de roubles, un petit peu plus que 3,5 milliards de roubles. Donc entre autres, on a produit 114 500 appareils donc de réfrigération et de congélation, donc des frigos et des congélos, 136 200
mètres, enfin non, 136 millions, pardon, de mètres carrés de bandes transporteuses. Ah oui, en effet. 77 600 pièces détachées automobiles, des batteries aussi. Pour les 2/3, ça a été des produits qui ont été exportés, principalement vers la Russie. À 95%, le volume des exportations, c'est vers la Fédération de Russie. Au niveau de l'industrie chimique, pour 2018, on a vendu pour 1,151 milliard de roubles, dont 29% à l'exportation. On a 8 entreprises pharmaceutiques en activité dans la République. Au niveau donc de ces produits pharmaceutiques, là on en a vendu pour 282 millions de roubles. Bon, c'est un petit peu moins, avec 62,7 millions pour l'exportation. Au niveau des ventes de papier et produits de papier, donc carton, etc. Là, on en a pour 1,4 milliard de roubles et donc 421 millions pour l'exportation. Tout ce qui est industrie de la construction et des matériaux non métalliques, on a vendu pour un petit peu plus d'1 milliard de roubles en 2018. Donc on va parler de tout ce qui est industrie, extraction minière, énergie, etc. En 2018, en RPD, plus de 7,4 millions de tonnes de charbon ont été extraites, donc 21,7% de plus qu'en 2017. On en avait déjà parlé dans un site précédent. Sur les 11 premiers mois, on avait déjà une hausse, donc là on a les chiffres complets pour toute l'année. On a actuellement 17 mines en état de fonctionnement qui extraient du charbon en RPD. 5 millions de tonnes ont été vendues, commercialisées, pour un montant de 17,8 milliards de roubles. Donc là, ça nous fait une belle hausse de 28,8% par rapport à 2017. Donc le charbon a été expédié entre autres vers les entreprises produisant électricité et eau chaude, donc les stations électriques comme celle de Zougrès, celle de Starobecheva aussi. Ils ont fait un point aussi sur les salaires. Le salaire mensuel moyen des travailleurs de l'industrie a augmenté de 2480 roubles, y compris d'ailleurs les travailleurs des mines clandestines. On est en train de légaliser un bon paquet de mines clandestines qui, eux, ont vu leur salaire augmenter de 3387 roubles. Ce qui nous fait qu'en 2018, le salaire moyen d'un mineur était de 25 264 roubles par rapport à 2017 où là on n'était qu'à 20 984. Donc comme on voit, ça fait une belle augmentation. Oui. Et donc les mineurs qui partent en premier pour attaquer les nouveaux boyaux, etc., eux ont été augmentés. Ils sont à 22 713 roubles comparé à 18 990 avant. Au niveau justement électricité, puisque nous ici l'électricité est quand même principalement produite par le charbon. Le volume de production d'électricité en 2018 a augmenté de 1180 millions de kilowattheures par rapport à 2017 et en termes monétaires de 1536 millions de roubles. On a là aussi, volume d'électricité fourni aux consommateurs de la RPD pour l'année 2018 qui s'est élevé on est à plus de 6 milliards de kilowattheures. Le salaire moyen des employés dans l'industrie de l'énergie en 2018 était de 15 715 roubles, soit 1727 de plus qu'en 2017. On a eu quand même pas mal de surplus d'électricité qui a été envoyé en République populaire de Lougansk, qui a augmenté de 42,6% par rapport à 2017. Au niveau des salaires, le ministre de l'Industrie a indiqué qu'à partir du deuxième trimestre de 2019, les salaires des travailleurs de la RPD dans ce domaine de la production d'électricité vont augmenter de nouveau. Il a fait aussi un petit point sur la dette des consommateurs en RPD qui, au 1er janvier 2019, s'élève quand même à 15,8 milliards de roubles. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des dettes qui sont accumulées, souvent en 2014-2015, quand vraiment il y avait les gros combats, etc. Il y a pas mal de gens qui n'étaient pas du tout en mesure de payer leurs factures et donc ça s'est un petit peu accumulé. Mais en fin 2018, on avait quand même un niveau de paiement pour l'électricité consommée qui était de 77,4%. Donc on peut voir quand même qu'on n'est pas au niveau de l'Ukraine où les 2/3 des gens n'arrivent pas à payer leurs factures. Là, on a quand même les 3/4 qui payent leurs factures. Donc voilà, on est quand même pas trop mal. Donc comme on peut voir, c'est
c'est pas aussi catastrophique qu'en Ukraine. Mhm. Pourtant, voilà, nous on a vraiment la guerre tout de suite chez nous, alors que je veux dire les gens qui sont à Kiev, Oui. ils n'ont pas la ligne de front en périphérie de la ville quand même. Hein. Ouais, Donc tout à fait. ça fait quand même une différence. Ils ne subissent pas les destructions matérielles en fait des bombardements ukrainiens par contre. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. On va parler maintenant d'un truc, ça peut sembler un peu anecdotique, mais j'ai trouvé que l'initiative était assez bonne. Donc j'ai traduit l'information donc sur le fait qu'on va produire en République populaire de Donetsk un ordre de Judas, qui sera une médaille pour Petro Poroshenko, qui sera fait de fragments d'obus d'artillerie tirés par les forces de Kiev sur les localités de la RPD. Donc ça a été déclaré par Alexei Muratov, président du comité exécutif central du mouvement social République de Donetsk, lors d'un point presse. Donc en fait, ça fait suite à des visites récentes des militants de ce mouvement République de Donetsk sur les districts proches de la ligne de front, pour aller apporter de l'aide aux habitants et discuter avec eux. Et en fait, les habitants de la ligne de front ont suggéré d'utiliser les munitions tirées par l'Ukraine pour couler une médaille pour Poroshenko et la lui remettre. Et donc, ils ont trouvé l'idée très bonne. Et donc, le mouvement a décidé de soutenir cette initiative. Et donc, ils ont décidé de produire cet ordre de Judas et de le remettre à son destinataire. Donc les fragments d'obus seront ramassés justement pendant la campagne électorale présidentielle en Ukraine et la médaille sera envoyée à Poroshenko avant le jour des élections, le 31 mars. Alors pourquoi ? Alors Muratov a dit que Poroshenko est en quête d'un second mandat. Il a dit « Nous aimerions le soutenir, entre guillemets, avec notre action pour qu'il se sente fier, là aussi, entre guillemets, et comprenne que les habitants du Donbass n'ont pas oublié la douleur et la souffrance qu'il apporte quotidiennement aux gens ordinaires. » Je pense que c'est une petite réponse au fait que Poroshenko disait qu'il n'oubliait pas les gens du Donbass. Hein. On en avait parlé dans un site web précédent où j'avais dit qu'il ferait mieux de nous oublier. Oui, parce que... Voilà. Bon, les gens ont décidé de faire en sorte de lui expliquer que, voilà, eux aussi, ils l'oublient pas, mais pas de la même manière. Donc, c'est les bureaux locaux de liaison de Denis Pouchiline, le chef de l'État, qui prendront les dispositions nécessaires pour faire ramasser ces fragments d'obus. Je pense qu'on manquera pas de matière première. Hein. Je pense qu'on va faire une très grosse médaille. Je pense que, je pense qu'on va pouvoir bien se lâcher. Alors, pourquoi l'ordre de Judas ? Alors, je vais expliquer un petit peu pour ceux qui connaissent pas l'histoire russe. Il y a eu un précédent en fait. Il y a eu un ordre de Judas qui a été produit en un seul exemplaire, qui avait été produit sur ordre du tsar Pierre Ier en 1709. Et donc cette médaille était destinée à l'hetman, donc le chef des Cosaques de Zaporogie, Ivan Mazepa, qui juste avant la bataille de Poltava était passé du côté de la Suède, donc était passé à l'ennemi quoi. Donc il avait fait faire une médaille de 5 kilos en argent. Ah oui, quand même. Avec de l'argent, en plus. Avec de l'argent, elle avait été faite à l'époque avec de l'argent. Sur laquelle, donc, sur une face, tu avais Judas l'Iscariote, représenté pendu sur un tremble, avec 30 pièces d'argent gisant à ses pieds. Et au dos, tu avais une inscription qui disait « 3 fois maudit soit le fils de Judas qui s'est pendu par cupidité ». Donc, le fils de Judas, c'était Ivan Mazepa. Donc c'est il y a de l'idée. Moi je trouve qu'il y a de l'idée. Moi je suis pour. Hein. C'est une bonne façon de bien lui montrer que on n'en veut pas de la considération de gens comme Poroshenko. De toute façon, quand on voit les discours électoraux qui sont tenus en Ukraine, très sincèrement, on n'a pas de quoi être optimiste. Hein. Mais il y a un paquet de sociopathes parmi eux. Ah oui. Puis un paquet de tarés ultranationalistes. On va revenir un petit peu sur un dossier dont on n'avait pas parlé depuis un petit moment, celui du MH17, qui est revenu sur la table. Donc ça fait suite à une annonce assez médiatisée par les Pays-Bas de consultation avec la Russie sur ce dossier. Le petit problème, c'est que les Pays-Bas ont essayé de jouer médiatiquement sur ce truc. Assez en vicieusement. Présentant ça, assez vicieusement, en présentant ce truc comme étant, en gros, on va discuter de la responsabilité de la Russie, et en présentant ça en mode, si la Russie accepte de discuter, c'est qu'ils admettent qu'ils sont coupables. Bon, sauf que Maria Zakharova a remis un petit peu les points sur les i. Ah bah oui. En soulignant que Moscou,
déjà au départ, Peskov a dit désolé, on n'est pas au courant de négociations à ce sujet-là. Et là-dessus, il avait totalement raison parce que du point de vue de la responsabilité de la Russie, il y en a pas. Donc, je veux dire, le discours de Moscou a jamais changé d'un iota sur ce sujet. Donc, pour lui, il disait non. Négociations sont notre responsabilité, on n'est pas au courant de ça. Derrière Maya Zakharova a dit qu'effectivement ils avaient reçu des propositions de discussion, mais en fait elle a dit que ça devait être une conversation sur tous les aspects de l'enquête concernant le cas du MH17. Elle a dit clairement que la Russie était prête à engager un dialogue de fond professionnel sur tous les aspects de l'enquête internationale en cours. Elle a quand même souligné que toute approche différente avait peu de chances d'avoir une quelconque valeur pratique. Donc en gros, tenter de la présenter en mode responsabilité de la Russie, etc. Enfin, que ça allait aboutir à rien, quoi. Elle a justement d'ailleurs attiré l'attention sur cette déclaration du ministre néerlandais des Affaires, Stef Blok, qui affirmait que les consultations se concentreraient sur les conséquences juridiques de la responsabilité de la catastrophe pour la Russie. Elle a dit non, elle a dit ça va se concentrer sur l'ensemble des questions liées à l'incident, qui sont d'une importance fondamentale pour établir les causes véritables. Elle a dit que les Pays-Bas et l'Australie avaient déclaré à maintes reprises qu'ils étaient prêts à mener des négociations de cette façon-là. Mais elle a dit c'est pas une question d'admettre notre responsabilité alors qu'on n'est pas responsable, quoi, tu vois. Je veux dire, elle a dit pour nous ça va être l'occasion de recevoir potentiellement des éclaircissements sur la façon dont les données que la Russie a transférées aux Pays-Bas en grande quantité ont été utilisées et prises en compte pendant l'enquête. Parce qu'elle a dit de ce que nous on comprend, l'enquête n'est pas terminée, alors que de nombreuses questions sont restées sans réponse. En tout cas, c'était la première explication de Maria Zakharova. Elle n'a pas été assez claire, semble-t-il, parce qu'ils ont continué dans leur délire. Donc, elle a dû en remettre une deuxième couche. Ouais. Donc, elle a dû réexpliquer clairement que le consentement de la Russie à tenir des négociations trilatérales avec les Pays-Bas et l'Australie sur le crash du MH17 ne signifie nullement qu'elle envisage d'assumer la responsabilité de cette tragédie. Maria Zakharova a vertement critiqué les rapports de plusieurs médias étrangers qui affirmaient qu'en acceptant de tenir ces consultations, Moscou montrait sa volonté d'assumer sa responsabilité. Elle a dit que pour elle, c'était vraiment des fantasmes malsains et elle a parfaitement raison. Elle a dit d'ailleurs qu'il en allait de même pour les rumeurs sur la possibilité de discuter d'une compensation financière pour absoudre toute culpabilité lors des pourparlers. Elle a clairement dit que ça c'était de la fake news, quoi. Voilà. Et ça ose tout, hein, donc tout est possible malheureusement. Hein. Non, mais c'est vraiment du wishful thinking en mode oui, on va tenir des consultations et ça prouve que la Russie admet qu'elle est coupable. Mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tous les gens comme moi qui bossaient sur le dossier du MH17, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Oui, ils essayent tout simplement, encore une fois, de dévier l'attention du public sur la Russie, hein, parce que non, mais donc toujours, la situation interne est merdique, aussi bien la Theresa May avec son Brexit qui se passe pas bien, la situation en France, puis même en Europe de manière générale, parce que les gilets jaunes, on en parle beaucoup en France, mais il y en a dans d'autres pays, il y a aussi des manifestations des gilets jaunes à Bruxelles et dans d'autres pays européens. L'Europe va pas bien, il y a des dissensions assez fortes entre la France et l'Italie, là, actuellement. Oui. Mais même encore l'affaire Skripal pour les Britanniques, là, qui pour l'instant est dans les... Non, mais là, c'est du grand n'importe quoi. Ça. Non, mais Skripal, ça devient la fête du slip. Bellingcat, oui, je les appelle comme ça. Je les appelle pas Bellingcat, je les appelle Bellingcat, qui nous ressort des trucs sur le troisième suspect où ils sont en train, en fait, de montrer qu'ils sont pas du tout basés sur ce qu'ils appellent les open sources, c'est-à-dire des sources publiques, mais où on voit clairement qu'ils ont accès à des bases de données auquel le Pékin lambda n'est pas censé avoir accès, quoi. Je veux dire, donc ça montre bien ce qu'on dit, que ce machin, c'est une officine des services de renseignement occidentaux, ni plus ni moins. Alors pendant ce temps-là à Kiev, c'est une blague. Je vous sors une blague cette fois, hein, parce que bon. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de... À part le petit délire qu'ils nous ont fait en République populaire de Lugansk, enfin, les Ukrainiens face à la République populaire de Lugansk, où ils nous ont sorti que on avait la nouvelle arme laser russe, là, la
toute nouvelle là, que Poutine avait annoncée l'année dernière. Il disait qu'ils avaient plusieurs soldats qui avaient dû être envoyés parce qu'ils avaient eu des lésions aux yeux à cause de cette arme, etc. Enfin, on leur a dit gentiment qu'il fallait qu'ils arrêtent la colle et que non, on recevait ni des armes laser russes, ni celles des extraterrestres. Mais donc là c'est une petite blague que j'ai trouvée très très mignonne. Donc on vous montrera la photo avec le texte original en russe et je vais vous le traduire. Donc c'est Poroshenko, hein, c'est pour qui croise un petit garçon et sa maman et qui lui demande garçon de quelle nationalité es-tu? Russe, qui lui répond. Mais t'es né en Ukraine, comment est-ce que tu peux être russe? Alors il dit, alors ils utilisent en russe dia, c'est en mode le vieux quoi. Mais t'es débile quoi. Si un ourson né dans une porcherie, qu'est-ce qu'il est? Un cochon? En plus, je trouve que les animaux choisis sont très justes, hein, puisque l'ours est quand même symboliquement... Oui. Et puis le cochon pour Porky... Le cochon, voilà. Avec son regard porcin. Voilà, et puis la porcherie pour l'Ukraine, je trouve que ouais, c'est à peu près ça. Donc je l'ai trouvée très mignonne, donc voilà, je vous l'offre. C'est gratuit. Voilà. Bon, ça, faut rigoler un petit peu, parce que sinon... Oui. Non, mais c'est un peu de point-là, ouais. Donc voilà, donc ça montre bien qu'effectivement c'est du débilisme de dire oui mais les gens qui sont nés en Ukraine ils sont ukrainiens, bah non, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, effectivement. Hein, si tu fais naître un ourson dans une porcherie, ça fera pas de lui un cochon. C'est non. Voilà, ça restera un ourson. Donc tu peux y aller comme tu veux, ça marche pas. Donc voilà, donc la situation elle est quand même pas top. Je pense qu'on va aller vers des provocations crescendo là, alors que les rotations sont en cours et que donc les néo-nazis sont en train d'être déployés sur la ligne de front. Et puis je pense que oui, ils vont avoir besoin de telles provocations dans le cadre de la campagne électorale. Donc ça c'est pas bon du tout. Ici on s'attend à une escalade. Pas forcément une offensive, mais une escalade en termes de bombardement dans le cadre justement de la campagne électorale. Poroshenko va très certainement essayer de la jouer en mode regardez l'agression russe, enfin tu vois quoi. En gros, pour se poser en défenseur de l'Ukraine, seul apte à protéger contre le méchant ours russe qui est pas né dans une porcherie. Donc voilà quoi. Mais je pense que c'est assez mal. C'est assez mal engagé. De toute façon, enfin, si tous les autres candidats que Poroshenko te disent que les élections vont être complètement truquées, enfin, ils vont empêcher, ils sont en train de faire des listes des soldats ukrainiens qui sont contre Poroshenko pour les empêcher de voter le jour des élections. Enfin bon, tu vois, pour pas les libérer de leur service ce jour-là pour qu'ils puissent aller voter. Enfin, tu vois, la tricherie n'a pas de limite, hein, quand l'autre il a le dos. Ils empêchent les millions d'Ukrainiens qui vivent en Russie de voter, les observateurs russes de l'OSCE de venir. Je veux dire, je pense qu'ils vont faire voter les morts. Je pense qu'ils vont faire voter les gens qui vivent à l'étranger, entre autres les millions d'Ukrainiens qui vivent en Russie. Voilà, ils vont jouer sur ce qu'on appelle les âmes mortes. Et puis ils vont faire voter des gens qui sont morts, qui ont émigré depuis des années, enfin des trucs comme ça quoi. On va se retrouver avec des trucs complètement délirants. Et en tout cas, de ce que je vois dans les commentaires au niveau russe, différents politiciens, analystes ou journalistes russes, ils sont tous unanimes pour dire que ça sera une fraude géante. Donc ça, à mon avis, je pense qu'on est bien parti pour une non-reconnaissance, ce qui est parfaitement justifié d'ailleurs. Donc voilà, je pense que sincèrement, ça va être une catastrophe sur bien des plans, cette campagne électorale. Je sais que la sécurité, entre autres, de Viktor Medvedchuk a été renforcée suite à ces menaces de mort qu'il a reçues, etc. Puis bon, ces tentatives de le jeter en prison pour trahison parce qu'il a demandé d'appliquer les accords de Minsk. Enfin bon... L'Ukraine est en train de partir complètement en vrille. Je pense que ça va très mal se terminer. Je pense que ça va très très mal se terminer. Donc situation à suivre en tout cas, mais je pense que cette rotation avec l'arrivée des néo-nazis va pas être très très bonne en termes de bombardement et situation sur la ligne de front. Donc vraiment, voilà, situation à surveiller de près. Et je te dis samedi prochain pour le prochain site rep.
Merci Christelle, merci pour ces infos fondamentales, hein, absolument nécessaires pour qu'on sache ce qui se passe là-bas sur le front. Merci à toi encore une fois et à samedi prochain en espérant que rien de grave se soit produit. J'espère, j'espère aussi. Voilà. À bientôt, à samedi prochain Christelle. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.